suis Gauthier Lestrade, je suis ingénieur thermicien au sein de l'agence Primum Nanoserré depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Et je réalise principalement des audits énergétiques dans le but de faire des économies d'énergie, particulièrement dans les établissements de santé, mais on intervient globalement dans les bâtiments tertiaires. Et je réalise aussi des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, donc des BGS, le sujet du webinaire aujourd'hui, dans le but justement de faire de réduire les émissions de gaz à effet de serre des structures. Et je réalise aussi de temps à autre des formations sur des sujets relatifs à l'énergie dans les établissements médico-sociaux et sanitaires principalement. Donc, on va commencer le webinaire sur le sujet qui est l'intérêt de réaliser un BGS et sur la méthodologie de collecte des données. Donc, ça va se diviser en 4 parties. Nous allons voir dans un premier temps les objectifs de la loi de la transition énergétique qui ont été fixés lors des accords de Paris en 2015. En deuxième point, nous verrons qu'est-ce que l'effet de serre, qu'est-ce que le phénomène d'effet de serre. Nous verrons que c'est un phénomène vital et que ce n'est pas nocif non plus comme on pourrait le penser avec le réchauffement climatique, mais c'est quand même avant tout un phénomène vital et primordial pour qu'il y ait vie sur Terre. En troisième point, nous verrons l'intérêt du bilan d'émissions de gaz à effet de serre, que j'appellerai BGS sur le reste de la présentation pour que ce soit plus facile à dire. Donc, nous verrons dans cette partie les réglementations, donc qui est soumis à ces réglementations, quelles sont les entreprises soumises aux réglementations, les sanctions applicables en cas de non-respect de la réglementation, et nous verrons aussi les différents périmètres qui interviennent lors d'un BGS. Donc, nous verrons qu'il y a 3 périmètres. Le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Et enfin, en quatrième partie, nous verrons la collecte des données, qui est une phase primordiale dans le process en fait, pour pouvoir réaliser un BGS, qui est un travail à faire en relation avec les 2 parties, qui est donc vous, l'établissement, qui veut réaliser son BGS, et nous, le bureau d'études qui va réaliser ce BGS. Voilà. Alors, donc, nous allons voir la première partie, donc les objectifs de la loi de la transition énergétique. Donc, comme vous le savez, en 2015, on a eu la COP 21 lors des accords de Paris. Il y a eu pas mal d'objectifs nationaux qui ont été fixés en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de réduction des consommations d'énergie. Donc, je ne vais pas tous les dire, mais les plus importants, donc on a le premier qui est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 dans le but d'atteindre la neutralité carbone en 2050. On a aussi l'objectif de vouloir porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation d'énergie finale d'énergie en 2030 et à 40% de la production d'électricité. Aujourd'hui, on sait que le mix électrique français, c'est environ 75% de nucléaire, environ maintenant un peu plus de 15% d'énergie renouvelable et d'environ 9-10% d'énergie fossile. Donc voilà, donc ces 15-16% d'énergie renouvelable, le but c'est de les porter à 40% en 2030 sur la production d'électricité. Donc il y a encore beaucoup de choses à mettre en place si on veut atteindre cet objectif. Il y a aussi l'objectif de réduire la consommation d'énergie finale de 50% en 2050 par rapport à 2012. Donc ça, c'est un objectif important parce que juste en dessous, j'ai mis la flèche avec 3 objectifs qui est de 40%, 50% et 60% en 2030, 2040 et 2050. Alors ça, c'est dû à la loi Elan qui est sortie, le décret qui est sorti en juillet 2019 et qui est en vigueur maintenant depuis octobre 2019. Où il va falloir respecter ces objectifs uniquement dans les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². Donc, si vous êtes un établissement tertiaire de plus de 1000 m², vous êtes soumis à la loi Elan et je vous conseille vivement de vous y intéresser si vous apprenez aujourd'hui cette loi. Ça va être une loi très surveillée avec une plateforme avec un registre pour mettre vos consommations d'énergie tous les ans sur une plateforme qui s'appelle Opera, gérée par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc, je vous conseille vivement de ressortir cette loi pour voir un peu quels sont les objectifs, parce que je pourrais en parler longtemps et ce n'est pas le but du webinaire aujourd'hui.
Voilà, donc je vais passer un peu les autres objectifs, sinon on ne va pas avoir le temps de tout dire. Là, sur cette partie, donc, je vais vous parler du phénomène de l'effet de serre hein, rapidement. Qu'est-ce que l'effet de serre? En quoi c'est un phénomène vital? Et quelles sont un peu la composition de l'atmosphère en termes de gaz à effet de serre? Et quelles sont les conditions pour qu'il y ait vie sur une planète? L'effet de serre, donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un phénomène naturel et vital, car sans le processus d'effet de serre, en fait, on aurait une température de surface sur la Terre de moins 18 degrés. Donc, si il n'y avait pas d'atmosphère, on serait à moins 18 degrés. Et grâce à cette atmosphère, à cette présence de gaz à effet de serre, on a une température moyenne planétaire de 15 degrés. Donc, qu'est-ce que c'est l'effet de serre? C'est tout simplement un rayonnement solaire qui va arriver sur l'atmosphère, qui va être reflété en partie par l'atmosphère et rejeté dans l'espace. Et une partie va traverser cette atmosphère, rentrer sur la Terre, va être absorbé en partie par le sol et va être réémis par des rayonnements infrarouges. Donc, on voit les flèches rouges qui ressortent de la surface de la Terre pour ensuite être réémis dans l'espace ou alors rebondir et rester sur Terre. En fait. Donc, c'est ça les phénomènes d'effet de serre, c'est d'emprisonner le rayonnement solaire du fait de la présence des gaz à effet de serre. Donc, grâce à cela, on a une température de 15 degrés sur Terre. Par contre, si on augmente la proportion des gaz à effet de serre du fait de l'activité anthropique, de l'activité humaine, eh bien, on va augmenter, on va forcer ces phénomènes et donc on va être contraint à un réchauffement climatique. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, si on réduit nos émissions industrielles de gaz à effet de serre, eh bien, on va réduire directement en fait la proportion de gaz à effet de serre et donc le réchauffement climatique. Alors, de quoi est composée l'atmosphère? On sait que l'atmosphère est composée de 78% d'azote, 21% d'oxygène. Donc là, on est à 99% de composition, rien qu'avec ces deux gaz. Et donc, le dernier pourcentage d'autres gaz, eh bien, c'est le CO2, donc le dioxyde de carbone, le CH4, le méthane, et le protoxyde d'azote, le N2O. Bon, on en a quelques autres, mais qui sont vraiment sous forme de traces. Et après, eh bien, on a les nuages, les vapeurs d'eau, etc. Il faut savoir, alors vous allez me dire qu'est-ce que la différence entre un nuage et une vapeur d'eau? C'est tout simplement quasiment la même chose, sauf qu'un nuage, c'est sous forme liquide. Ce sont des gouttelettes d'eau liquide en suspension dans l'air. Et la vapeur d'eau, c'est sous forme de vapeur. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, mais naturel. C'est-à-dire que ce ne sera pas un gaz à effet de serre du fait de l'émission, du fait de l'activité humaine. Et c'est grâce à cette vapeur d'eau qu'on arrive justement à avoir une température moyenne de 15 degrés en grande partie sur la Terre. Donc, le dernier pourcentage, de quoi il est composé? Eh bien, il est composé de 50%, donc dans le dernier pourcentage, de 50% de vapeur d'eau, de 17% de nuages et de 28% d'autres gaz. Dans les 28% d'autres gaz, eh bien, on va retrouver tous nos gaz à effet de serre, le CO2, le CH4, le N2O. Donc, vous voyez bien que la notion de réchauffement climatique est quand même quelque chose de très sensible parce qu'on parle d'un réchauffement climatique avec des conséquences très graves pour le futur en termes d'écosystèmes, etc. Et en fait, on va agir seulement sur 28% du pourcentage restant. En fait. Donc, on va réagir sur 0,3% de la composition de l'atmosphère. Donc, vous voyez que c'est vraiment très, très sensible. Voilà. Donc, le but, ça va être de réduire cette proportion de gaz à effet de serre émis par l'activité humaine. Donc là, on va se concentrer un peu sur les 4 planètes les plus proches du Soleil, qui ressemblent le plus à la Terre, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et on va voir en fait que sur chacune de ces planètes-là, on va voir qu'à chaque fois, il y a une condition qui ne sera pas présente pour qu'il y ait vie sur Terre, pour qu'il y ait vie sur la planète, sauf bien sûr sur la Terre. Nous allons voir les 3 conditions qui nécessitent la vie sur Terre. Alors, si on prend le premier exemple de Mercure, Mercure qui est à 58 millions de kilomètres environ du Soleil, a une température moyenne de 180 degrés au niveau de la surface. Alors, c'est énorme, pas possible de vie sur Mercure. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Pas d'atmosphère, ça veut dire absorption directe des rayonnements du Soleil sur la partie qui est visible. Et la partie qui n'est pas visible, eh bien, c'est un froid intersidéral en fait. Donc, la moyenne se compense à 180 degrés.
on n'a pas de possibilité d'emprisonner les rayonnements dans l'atmosphère, donc on ne peut pas avoir une vie sur cette planète. Vénus, qui est un peu plus loin, à 108 millions de kilomètres, a une température moyenne de 460 degrés. Donc on voit qu'elle est plus loin, mais pour autant, elle est quand même plus de 2 fois plus chaude que Mercure. Tout simplement parce que Vénus dispose d'une atmosphère qui est très concentrée en dioxyde de carbone. On voit qu'il y a 96% de CO2 dans l'atmosphère. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tous les rayonnements solaires, quasiment, tous les rayonnements solaires qui vont rentrer sur Vénus ne vont pas réussir à en ressortir dans l'espace et donc vont rester emprisonnés. Donc, du coup, on a un réchauffement, on a un emprisonnement de ce rayonnement solaire et du coup, une température très importante sur Vénus. Sur Terre, on est à 150 millions de kilomètres, on a une température moyenne de 15 degrés, on a une atmosphère et on a une proportion de CO2 qui permet justement d'avoir vie sur Terre parce qu'il n'y en a pas trop, et non plus il n'y en a pas assez. Voilà, il y a tout juste la bonne proportion pour qu'il puisse y avoir vie sur Terre et avoir une température très correcte de 15 degrés. Et enfin, Mars, on commence à découvrir quelques signes de vie sur Terre, des fois sur Mars, pardon, avec un peu d'eau, un peu de glace, etc. Alors c'est la planète, on va dire, la plus proche de la Terre en termes de signes de vie. On est à 228 millions de kilomètres, on a une température moyenne de moins 50 degrés. Par contre, en termes d'atmosphère, elle est tellement fine que la proportion de CO2 est très faible aussi. Et donc, les rayonnements du Soleil qui arrivent sur Mars s'échappent beaucoup aussi dans l'espace. Donc, du coup, on a du mal à capter ce rayonnement et donc, du coup, on a une température quand même assez froide. Donc, conditions de vie sur Mars, très compliquées. Donc, les 3 conditions, il faut une distance par rapport au Soleil, on va dire correcte, une présence d'atmosphère et une proportion de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui permettra d'emprisonner suffisamment le rayonnement solaire, mais pas non plus trop. Voilà. Donc, maintenant, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Quel est l'intérêt du bilan d'émissions de gaz à effet de serre? Donc, on va voir déjà qu'est-ce que c'est le BGS. Le BGS, c'est une méthode qui permet d'estimer en fait les émissions de gaz à effet de serre d'une structure à travers toute son activité, à travers ses consommations d'énergie, à travers ses consommations d'électricité, de gaz, à travers les déplacements de personnes, à travers le fret, le transport de marchandises, les achats. Tout ce qui va toucher à l'activité du bâtiment va impacter directement ou indirectement les émissions de gaz à effet de serre. Le but, c'est d'évaluer l'importance aussi de la dépendance aux énergies fossiles, essayer d'en sortir pour essayer de se diriger aussi vers des énergies renouvelables pour limiter ces émissions de gaz à effet de serre. C'est une méthode d'aide à la décision et à l'action parce qu'un BGS permet d'en ressortir un plan d'action de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, du coup, ça permet de mettre en place des actions et ça permet surtout de pouvoir agir avec la personne qui sera le plus à même d'agir en fait sur le poste le plus émetteur. Le but n'est pas de déterminer un responsable, de ne pas dire toi tu es responsable transport, c'est à cause de toi qu'on a le 3/4 des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y est pour rien parce que dans quasiment toute entreprise, le transport sera un secteur très impactant. Donc, ce n'est pas de déterminer un responsable, mais plutôt de travailler avec cette personne-là pour essayer de mettre en place les meilleures actions pour essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a 2 BGS à connaître. Il y a le BGS réglementaire. Donc, dans le BGS réglementaire, on y retrouve le scope 1 et le scope 2. J'en parle juste après. Le scope 1 et le scope 2, il faut savoir que ça représente environ 15 à 20% des émissions de gaz à effet de serre d'une structure. Seulement 15 à 20%. C'est la réglementation qui dit voilà, vous devez, si vous avez une entreprise qui soumet la réglementation, on le verra juste après, vous devez faire un BGS réglementaire à minima. Donc, scope 1, scope 2. Donc, vous devez faire une évaluation de vos émissions de gaz à effet de serre qui représentera environ 15 à 20% de votre activité. Et ensuite, il y a aussi le BGS tout court, le BGS complet en fait, qui est facultatif, mais
qui permettra d'avoir l'exhaustivité de vos émissions de gaz à effet de serre, hein, quasiment à 100%, qui reflètera vraiment l'activité de votre établissement. Donc, le scope 3 représente environ 75 à 80% des émissions de gaz à effet de serre. Forcément, ça vient compléter le scope 1 et 2. Et si on fait la somme, on est à 100%. Donc, si vous êtes mené à faire tôt ou tard un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, que vous soyez soumis à la réglementation ou si c'est volontaire de votre part, eh bien, je vous conseille vivement d'aller un peu plus loin que le BGS réglementaire pour essayer d'avoir un plan d'action vraiment pertinent et d'avoir des leviers d'action beaucoup plus importants. Si on fait un BGS réglementaire, on ne pourra pas travailler sur le transport, on ne pourra pas travailler sur les déplacements, on ne pourra pas travailler sur les achats, on pourra travailler seulement sur les émissions liées à vos énergies, donc à l'électricité, au gaz, au réseau de vapeur, etc., au clim. Voilà. Donc, on a peu de leviers d'action. Mais bon, la réglementation est comme ça, on fait avec. Alors, qui doit réaliser un BGS réglementaire? Eh bien là, il y a 4 possibilités. Donc, les personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés en métropole. Donc, si vous êtes une entreprise privée de plus de 500 salariés, vous devez réaliser à minima un BGS réglementaire, donc scope 1, scope 2. Personnes morales de droit public, eux, c'est 250 personnes. Donc, pareil, ils doivent réaliser un BGS réglementaire. Les personnes morales de droit privé de plus de 250 salariés, donc ça, c'est en région en dom-tom, donc ça, on n'est pas forcément concerné ici. Je ne pense pas qu'il y ait de personnes du dom-tom ici. Et sinon, les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. À savoir que si vous êtes une entreprise privée ou une collectivité ou un établissement public, ça ne sera pas la même périodicité. Il faudra le faire tous les 4 ans pour les établissements privés, tous les 3 ans pour les collectivités et établissements publics. Voilà. À renouveler à chaque fois tous les 3 ans, tous les 4 ans. Alors, quelles sont les sanctions si vous êtes soumis à la réglementation mais que vous n'avez pas respecté cette réglementation dans les temps? Eh bien, il y a 2 solutions. Soit on peut être rappelé par le préfet, rappelé à l'ordre par le préfet à l'obligé, hein, donc l'entreprise soumise à la réglementation, c'est avoir une sanction de jusqu'à 1 500 €, qui n'est pas une sanction libératoire. Ce n'est pas en payant l'amende que vous n'aurez pas besoin de faire le BGS, évidemment. Vous devez payer l'amende, mais que vous devez derrière quand même réaliser le BGS. Donc, c'est pas une énorme sanction, surtout qu'il y a très peu de contrôle. Hein. Ça, c'est comme ça. Mais si vous êtes quand même dans une démarche de réduction des gaz à effet de serre et aussi de réduction de consommation d'énergie, hein, parce que c'est quand même lié, hein, le BGS, vous allez quand même faire des économies d'énergie en mettant en place des actions. Je vous engage à le faire parce que on n'est jamais à l'abri d'une sanction de 1 500 €. Alors, dans un BGS, on retrouve 3 catégories. Catégorie ou scope, hein, vous le verrez des fois dans la littérature, c'est pareil. Hein. Catégorie 1 et catégorie 2, ce sont les catégories du BGS réglementaire, comme je viens de vous le dire juste avant, qui est obligatoire. Dans la catégorie 1, c'est toutes les émissions directes produites par les sources fixes et mobiles. Donc là, on va retrouver les consommations de gaz, les consommations de fioul, les fuites de gaz de fluide frigorigène de vos clims, et on va retrouver aussi les déplacements des véhicules qui appartiennent à l'entité, donc les déplacements de salariés. Catégorie 2, on a les émissions indirectes. Donc là, ça va être par exemple vos consommations d'électricité et vos consommations de chaleur ou de vapeur si vous êtes relié à un réseau de chaleur ou à un réseau de vapeur. Là, ce sont des émissions indirectes parce que quand vous allez consommer l'électricité, quand vous allez allumer votre interrupteur, vous n'allez pas émettre d'émissions à l'instant T, d'émissions de gaz à effet de serre directement, mais les émissions de gaz à effet de serre auront été émises en amont lors de la production d'électricité dans les centrales thermiques. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est indirect. Et la catégorie 3, eh bien, c'est 75 à 80% des émissions de gaz à effet de serre de la structure, c'est tout le reste. Vous avez le transport, comme je vous disais tout à l'heure, les déplacements professionnels, donc ça peut être des déplacements de famille pour aller voir les résidents patients, ça peut être vos clients qui vont aller dans l'office de tourisme, ça peut être les clients qui vont aller dans les hôtels, etc. Ça va être la production de déchets, ça va être aussi les achats, donc faire attention à ce que vous achetez, hein, parce qu'en fonction de ce qu'on achète, c'est plus ou moins impactant pour l'environnement, etc. Voilà. Donc, catégorie 3 est vraiment la catégorie la plus
la plus exhaustive et la plus importante. Et c'est assez compliqué en termes de collecte des données pour la catégorie 3. Vous allez voir pourquoi juste après, que ça se fait pas tout d'un coup, ça se fait sur le temps pour récupérer les données. Donc, c'est justement le sujet ici, la collecte de données. Quelles sont les données à récupérer et comment? Alors, dans le scope 1, il va y avoir les consommations annuelles de combustible en kilowattheure gaz, en kilowattheure pour le gaz et ou pour le fuel si vous avez des chaudières fuel, et aussi pour vos groupes électrogènes. Il faut quand même le prendre en compte. C'est assez minime, mais il faut quand même le prendre en compte. Il faut les puissances frigorifiques des climatiseurs en kilowatts avec la nature du fluide frigorigène, parce que en fonction du fluide frigorigène que vous avez dans vos clims, ça ne sera pas le même impact environnemental. Ou alors, si vous avez le volume annuel de recharge, parce que des fois, on fait des tests d'étanchéité sur les clims par un frigoriste ou un plombier, etc. S'il peut vous faire cela, il vous donne un test, un bordereau d'étanchéité, et là, vous aurez dessus le montant de fluide rechargé. Donc ça, c'est une manière plus précise d'avoir la donnée. Et la dernière donnée pour le scope 1, ce sont les consommations annuelles de carburant en litres de votre flotte de véhicules qui vous appartiennent. Donc là, évidemment, il faut séparer gasoil et essence parce qu'ils n'auront pas le même impact environnemental. En scope 2, on a les consommations annuelles d'électricité en kilowattheure et les consommations annuelles de chaleur ou vapeur en kilowattheure. Évidemment, à chaque fois, tout ça, ce sont des données à récupérer sur une année. En amont, au début de la prestation, on se met d'accord sur une année de reporting. Donc, si on travaille sur 2019, il faudra récupérer les consommations d'électricité 2019, les consommations de chaleur 2019, etc. Le scope 3, alors on a la consommation d'eau au mètre cube, on a les intrants, donc tout ce qui va être achat de matériel, services. On va avoir les immobilisations, donc tout le parc informatique, si ça passe sur des immobilisations, si vous les amortissez sur quelques années. Le bâtiment, alors le bâtiment, quand on construit le bâtiment, eh bien, on l'immobilise sur 15, 20 ans. Donc ça aussi, il faut le compter. Si ça rentre si votre bâtiment il date de 2010, il a que 10 ans et qu'on l'amortit sur 15 ans, eh bien, ça veut dire qu'on est encore dans sa phase d'amortissement. Donc, il faudra prendre en compte cette donnée. Donc, pour ça, il faudra la surface du bâtiment en question. Après, on peut avoir le mobilier des chambres. Donc, ça, si on peut avoir le maximum de choses, c'est bien. Parce que le mobilier des chambres, forcément, pour construire un lit, pour construire une chaise, un bureau, etc., eh bien, il a fallu des systèmes industriels, des machines qui tournent avec de l'énergie. Les déchets, donc les DAOM, les ordures ménagères, les tasseries, les déchets recyclables, etc. Donc ça, c'est en litres ou en kilogrammes, c'est très bien. Le fret de marchandises, donc si on peut le segmenter si on peut le trier par secteur, c'est très bien. Donc administratif, restauration, hôtellerie, maintenance, pharmacie. Je vais vous dire après comment on les récupère et où. Voilà. Là, j'essaie de faire le listing de tout ce qui était récupéré. Et vous voyez que le scope 3 est quand même beaucoup plus étoffé que les deux autres scopes. Le déplacement professionnel de la direction et des salariés. Donc, si jamais ils font des formations ou des déplacements professionnels pour aller voir des clients. Les déplacements des résidents patients si vous êtes une structure EHPAD ou hôpital. Des visiteurs, des familles des résidents, du corps médical, etc. Et enfin, on a les déplacements de domicile-travail des salariés à ne pas oublier et qui se distinguent des déplacements professionnels. Alors maintenant, je vais reprendre tout ce que je vous ai dit et je vais vous dire où est-ce qu'on peut trouver l'information. Alors, pour les consommations d'eau, on les trouve bien sûr sur votre facture d'eau que vous recevez alors mensuellement, trimestriellement ou semestriellement, tout dépend de la taille de votre structure. Mais vous pouvez très bien aussi les avoir sur un suivi de vos consommations d'eau. Si vous faites des relevés de compteurs réguliers. Pour les intrants, eh bien, il nous faut le bilan comptable, la classe 6, qui nous permettra d'avoir vraiment tous les achats de type intrant. Pour les immobilisations, il faudra le bilan comptable, la classe 2. Donc, le livre de compte, souvent, on a tout dedans, qui nous permet d'avoir les coûts associés en fait, à tout ça. Et le service informatique aussi, forcément, si pour le parc informatique, savoir combien il y a d'ordinateurs,
sur les 3 dernières années généralement, parce qu'un ordinateur, si on l'immobilise, c'est à peu près sur 3 ans. Les déchets en kilogrammes ou en litres, donc ça, on peut le retrouver sur des registres de déchets sortants si vous en avez. Si vous n'en avez pas, eh bien, il faut faire une estimation, voilà, en fonction du tonnage de la fréquence, du tonnage de vos poubelles, etc. Donc, c'est moins précis, mais il faut quand même réussir à faire une estimation par type de déchets, hein, donc DAOM, DASRI, recyclable, etc. Enfin, le fret de marchandises. Donc là, il nous faut le code postal de provenance du fournisseur, le type de véhicule et la fréquence annuelle de passage. C'est pour ça que je vous dis que c'est très compliqué le scope 3 à récupérer parce que il faut récupérer tout cela et il faut les suivre en fait au fur et à mesure. Donc, où trouver l'information? Eh bien, il faut essayer de tenir un jour un tableur Excel si possible, des livraisons par secteur. Pour les déplacements professionnels et la direction des salariés, là c'est pareil. Si on peut tenir un tableur Excel au fur et à mesure des déplacements réalisés, c'est très bien. C'est pour ça que ça se fait sur le temps et pas tout d'un coup, sinon ça serait impossible de retracer tous vos déplacements d'une année passée, à retracer toutes les livraisons de fournisseurs sur les années passées aussi. Donc, si vous décidez de faire votre BGS sur 2020, c'est pas encore trop tard. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à construire des tableurs de suivi comme ça pour qu'en 2021, on puisse faire le BGS 2020. Le déplacement des résidents, patients, familles, voilà, vraiment les intervenants extérieurs. Eh bien là, c'est pareil, soit un tableur Excel à tenir à jour au fur et à mesure des visites, ou alors demander au service administratif si c'est déjà suivi. Les déplacements domicile-travail des salariés. Alors là, généralement, on demande aussi une liste des salariés, des domiciliations de salariés. Alors là, on demande juste le code postal. On ne va pas aller chercher l'adresse, hein, parce qu'il faut quand même un peu de confidentialité. Mais on va juste demander le code postal pour pouvoir avoir un calcul de distance entre leur domicile et leur travail. Voilà, donc, alors je crois que j'ai oublié aussi de vous parler où récupérer les consommations d'eau et d'électricité, de gaz. Électricité, sur vos factures d'électricité, gaz de même, hein, sur vos factures de gaz. Et pour les fluides frigorigènes, vous les avez sur les bordereaux d'étanchéité, ou alors il faut récupérer les puissances en kilowatts, comme je vous ai dit juste avant, faire le tour de vos clims et nous renseigner les puissances frigorifiques. Voilà, donc c'est à peu près tout. Je ne sais pas si je suis dans les temps, je suis un peu en retard, désolé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de reprendre le chat. Alors, il n'y a pas de questions au chat. Il n'y a pas de questions de chat, d'accord. Si vous avez des questions aussi à voix haute, n'hésitez pas. Faites un petit message sur le chat et on activera votre micro. J'en ai une. Est-ce qu'on peut définir un cadre, un périmètre? Alors, je pensais à un événement, par exemple, ou un service cantonné à des zones particulières, ou est-ce que ça doit s'appliquer à toute l'entreprise ou à l'entreprise dans son ensemble? Alors, oui. Alors normalement, c'est un BGS, ça se fait sur l'activité de l'entreprise. Après, on peut toujours se concentrer sur un secteur qui sera beaucoup plus impactant. Si vous êtes une société de transport, eh bien, on va travailler principalement sur le transport. On va vraiment se concentrer sur ça. En termes de plan d'action, je parle. Hein. En termes de plan d'action, on va se concentrer vraiment là où il y aura le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Par contre, il faut quand même faire l'effort de récupérer les consommations d'énergie, récupérer tout le reste, après tout. Mais on va quand même se concentrer tout le temps sur la portion où il y a le plus le poste en fait où il y a plus de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. Tout à fait. Et est-ce que, du coup, ça en appelle une autre, est-ce que il y a des actions classiques avec des leviers forts de réduction? Est-ce que vous... Alors oui, il y a des leviers classiques. Hein. Voilà, si ça touche à l'énergie, on va aller travailler sur l'enveloppe, par exemple. On va aller voir un peu la vétusté de votre bâtiment. On va vous poser des questions. On va faire des entretiens un peu sur l'état de votre bâtiment. Est-ce qu'il est ancien? Est-ce qu'il est isolé? Quel est votre type de production d'énergie? Si vous êtes sur une chaudière fuel, là tout de suite, faudra réfléchir à un autre moyen de production de chauffage moins impactant.
Donc, essayez de passer sur des pompes à chaleur qui tournent à l'électricité, d'autant plus que vous pouvez avoir des aides généralement par les fonds chaleur, qui est une aide subventionnée par l'ADEME. Après, voilà, si vous avez énormément de consommation sur un poste, c'est bien pareil, on va réfléchir sur ça, quoi. Et du coup, j'en ai une autre. Dans les préconisations que vous faites suite au bilan carbone, vous précisez les aides qu'il peut y avoir dans les réductions, dans les pistes de réduction? Oui, bien sûr, c'est une question qui revient tout le temps, donc auprès de nos clients. Donc oui, on parle des aides. Si c'est alors il y a beaucoup d'aides. Tout ce qui touche à l'énergie, il y a pas mal d'aides. Tout ce qui va permettre de faire des économies d'énergie, on peut avoir des certificats d'économie d'énergie. Par exemple, je prends un exemple. Si vous êtes sur une chaudière fuel, vous voulez une chaudière à gaz à condensation, eh bien, vous pouvez faire une demande d'aide de certificat d'économie d'énergie auprès d'un obligé, d'un obligé ou d'un délégataire C2E. Si vous tapez sur Internet délégataire C2E, vous allez trouver la liste des délégataires. Hein, il y en a une trentaine. Et il faut faire une convention avec ces personnes-là pour pouvoir prétendre à des aides. Après, il y a aussi des aides, donc, comme je vous ai dit, de fonds chaleur par l'ADEME, qui est une aide qui permet d'inciter les entreprises à faire de la production de chaleur par le biais du renouvelable. Donc, on va avoir par exemple tout ce qui est géothermie, ça va être subventionné par les fonds chaleur. On va avoir les panneaux solaires thermiques, hein, pas photovoltaïques, hein, les panneaux solaires thermiques qui vont permettre de produire de l'eau chaude à partir du soleil. Et voilà, il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi la chaleur fatale, la chaleur qui est perdue du coup par les systèmes industriels, qui peut être récupérée par des systèmes de récupération d'énergie. Voilà, donc il y a pas mal d'aides, mais de toute façon, dès qu'on vous fait une préconisation de travaux, s'il y a des aides, on en parle. S'il n'y en a pas, forcément, on n'en parle pas. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire sur le chat. On vous débloquera votre micro. Je crois que vous pouvez même le faire vous-même si vous savez le faire. Sinon, on mettra fin à ce webinaire. Juste à savoir, je ne sais pas, est-ce que Jean ou Thomas, il y a des questions en plus sur le chat? Je ne vois pas là tout de suite. Il n'y a pas de questions. D'accord, très bien. Alors, du coup, je vais terminer ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas de votre présence. Vous allez recevoir par mail le questionnaire de satisfaction, hein, dans une démarche d'amélioration continue. On essaie de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour les prochains webinaires pour les améliorer. Donc, je vous encourage à y répondre. Ça prend que quelques minutes. Et puis, du coup, je vous invite aussi à participer au prochain webinaire qui aura lieu le 12 juin, donc vendredi prochain à la même heure, sur le sujet du DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, par Delphine Morand, voilà, qui est ingénieur qualité. Donc, merci à tous et je vous souhaite un bon week-end.